Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse est votre plateforme de débat sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. À la une de cette édition, Camerco, encore une zone de turbulence. La compagnie aérienne nationale a de nouveau défrayé la chronique cette semaine. Avion cloué au sol, passagers en colère, la Camerco peine à décoller définitivement. Pourquoi? Esquisse de réponse sur le plateau de Scène de Presse. Croissance et émergence au Cameroun, l'épreuve de la maturation des projets. Un atelier de renforcement des capacités des personnels du ministère de l'économie en charge de la maturation des projets d'investissement s'est tenu cette semaine à Yaoundé. Il intervient alors que l'État n'en finit pas de faire les frais des mauvaises pratiques dans le secteur. Mauvaise appréciation des coûts des travaux, DAO mal ficelés, surcoûts imputés à l'État. Comment ramener l'orthodoxie dans le secteur? Scène de Presse adresse le problème. Madame, Monsieur, nous sommes ensemble pendant 90 minutes chrono avec vos rubriques habituelles. En focus, le directeur général de Camerco sur la crise que traverse cette entreprise. En portrait, le docteur Abobda qui vient de créer un cœur artificiel et en zooming, les transporteurs camerounais dans le piège centrafricain. Mais avant, je vous suggère de découvrir nos invités du soir, mis en scène par Pierre Evembe. Roger Betala, Rogers pour les intimes, ce consultant en économie n'hésite pas à léguer son héritage dans ce domaine à la postérité. Lui qui a longtemps été chef de desk économie à la CRTV Radio, puis patron des reportages, passerait même pour un incollable. Et la réponse à tout, même en agriculture où il s'est adonné depuis quelque temps. Il se rassure du coût de l'huile de palme sur le marché, des casquettes qu'il n'hésite pas à utiliser pour l'éducation de ses enfants. Thierry Ndong, c'est le DP du journal à vocation sous-régionale Intégration. Un projet qu'il a conçu, mûri, nourri et aujourd'hui il rit. Parce que Thierry Ndong vient de fêter le 200e numéro de ce bébé qui se comporte plutôt bien dans la CEMAC. Thierry Ndong est même devenu un consultant dans plusieurs domaines, l'éducation par exemple. Il a une expérience des systèmes éducatifs des 6 pays de la zone, la politique également, même des domaines que vous ne pouvez imaginer. Thierry Ndong à l'adresse, la bonne. Emmanuel Mbassi Ondoa. Il y a vraiment comme un air de ressemblance. Le seul lien, c'est que l'ambassadeur itinérant et notre invité sont des fins dribbleurs. Emmanuel Mbassi dribble les concepts en tant que philosophe. Cet enseignant, en service au lycée bilingue d'application de Yaoundé, connaît l'enseignement, la pédagogie, bref, tout ce qui touche à l'éducation. Son credo, c'est scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école. Pour avoir une vue panoramique sur ce projet, il est devenu syndicaliste, ou plutôt, il l'a dans le sang. Il est d'ailleurs le secrétaire général de la Fédération camerounaise des syndicalistes de l'éducation. Docteur Félix Zogo, cet homme manipule la langue de Molière et a le talent de s'exprimer surtout avec une maîtrise exceptionnelle des dossiers souvent embêtants. C'est pas pour rien qu'il est quand même le conseiller technique numéro 1 du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, le bien nommé Issa Tiroma Bakari. La dernière fois, il nous a entretenus sur le sujet sensible de la TNT. Aujourd'hui, il va prendre les commandes du cas Camerco qui fait couler beaucoup d'encre, de salive et de larmes. Avec lui, préparez-vous à voyager sans décoller. Merci Pierre. Nos invités répondent tous présents. J'ajoute à votre suite que sur ce plateau, nous recevrons également, lorsque nous parlerons de la maturité des projets au Cameroun, nous recevrons également Georges Abessolo, expert dans le domaine. Alors, nos invités répondant donc présents, vous pouvez participer au débat par SMS ou alors réagir sur nos différentes comptes Twitter et Facebook. Place nette, mesdames, messieurs, à la première une de Scène de Presse qui porte sur l'entreprise Camerco. Camerco qui traverse à nouveau une zone de turbulence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette entreprise? Esquisse de réponse dans le focus de la semaine. Nous recevons le directeur général de cette entreprise. Nous avons eu un avion en panne, le DJA, l'avion principal. Nous avons eu un deuxième avion, le 737, bloqué à Paris. Et ensuite, le troisième
en panne technique à Douala. C'est-à-dire que nos 3 avions se sont retrouvés cloués au sol. Pour prévoir ça n'est pas évident. Et ça c'est d'autant plus compliqué qu'à la veille des retours de vacances, nous avions tous les vols pleins. Et 1 millier de passagers sous la mer sans avion, je vous assure que régler ça n'était pas du tout facile. Camerco aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est 3 avions. Un Boeing 767-300 et 2 Boeing 737-700. Dès ma prise de fonction, après avoir évalué la situation, nous avons sorti un plan pour redresser Camerco. Et ce plan appelait l'acquisition en location ou en location achat ou sous toute autre forme d'acquisition de 6 avions pour arriver à une flotte de 9. Parce que nous pensons que 9 avions, c'est un minimum. C'est un minimum pour être capable d'assurer la régularité de nos vols, de trouver des solutions en interne quand ce genre de choses arrivent. Nous demandions 26 milliards à l'époque. C'est le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, qui a demandé de passer de 26 à 30. Il a estimé que 26 pouvait être juste, que nous ayons un peu plus de coudées en demandant à ce que ce soit 30 milliards. Les banques ont évalué, ont validé et ont donc accepté de nous financer à hauteur de 25 milliards pour commencer, 5 milliards par la suite. Parce que le projet appelait des besoins en investissement de 30 milliards. Le financement est disponible, ou tout au moins au niveau des banques, l'argent est là, mais le top n'est pas encore donné pour qu'on utilise. C'est-à-dire que cet argent n'est pas encore mis à la disposition de Camerco. Nous allons bientôt les introduire dans la flotte, très bientôt même. Vous savez, c'est des avions d'un type nouveau et pour cela, il faut certifier et immatriculer. Voilà, nous sommes dans la phase de certification et d'immatriculation. Ce que je peux également dire, c'est que l'État a déjà transféré la propriété de ces avions à Camerco. Ces avions appartiennent à Camerco. Nous sommes dans la phase de certification et d'immatriculation. D'ailleurs, le ministre des Transports a pris ce problème à bras-le-corps et a mis sur pied un comité pour accélérer la certification et l'immatriculation de ces 2 avions-là. On peut espérer que d'ici fin septembre, pourquoi pas courant octobre, que ces avions commencent à voler. Les ratios, c'est entre 100 et 200. C'est pour ça qu'on parle de moyenne 150. Même si nous nous situons dans une moyenne basse de 100, 9 avions, c'est 900. D'accord, nous sommes à 600. Qu'on le veuille ou pas, pour que ce soit bien géré, nous devons avoir 900 employés. Au moment où nous allons bientôt faire venir les avions, nous pensons déjà à rappeler les personnes qui vont opérer ces avions-là. Il faut augmenter le nombre de stewards et d'hôtesses, il faut augmenter le nombre de pilotes, il faut au niveau des aéroports avoir des agents d'exploitation, il faut anticiper. C'est ce que nous avons fait. L'effectif de Camerco aujourd'hui est de 716 employés. Quand j'arrive, il y a 552 employés et une soixantaine d'accords de recrutement déjà signés par mon prédécesseur. Je confirme et j'ajoute jusqu'à maintenant environ 90 personnes. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand on parle de pléthore, que j'ai recruté 400-500, je vous assure, c'est faux. Un contrôle peut venir vérifier et verra que nous sommes 716. C'est vrai aussi qu'il y a du personnel de sûreté qui est détaché par le gouvernement. Ça n'a rien à voir avec les effectifs Camerco. Quand on vous donne une boîte qui a 25 milliards de dettes, 600 employés, 3 avions seulement, 15 escales, un déficit qui est structurel de 1,5 milliard par mois, attendez, c'est un challenge. Et le directeur général seul ne peut absolument rien faire sans le soutien du propriétaire. C'est le promoteur de Camerco, c'est l'État. Le propriétaire, c'est l'État. Le manager qui est directeur général ne peut rien faire si le promoteur ne met pas la main. C'est-à-dire que dans une situation où il y a cette dette-là, où il y a ce déficit-là, nous, on évalue la situation et on dit, voici nos besoins. Un, nous avons besoin que la dette soit reprise en compte, prise en charge par le propriétaire. Nous avons besoin d'un financement de 30 milliards pour faire venir de nouveaux avions. Nous avons besoin que pendant la période au cours de laquelle on démarre avec de nouveaux avions jusqu'au break-even, que l'État soutienne. Et ensuite, en principe, ça devrait aller.
Voilà, donc c'était le directeur général de la Camerco qui s'appelle bien Jean-Paul Nana Sandjo. Alors, docteur Félix Zogo, la Camer, on en parle depuis de nombreuses années déjà. Jusque-là, c'était la fierté du Cameroun. Lorsque le Cameroun décide de créer une compagnie aérienne nationale, c'était une question de souveraineté, c'était une question de fierté dans la sous-région. Mais aujourd'hui, après tout ce qui s'est déjà passé, après tous ces épisodes, on se demande si la Camerco mérite d'exister. Oui, mais je vais vous répondre immédiatement et clairement. Oui, elle mérite d'exister. La première raison en est que, vous-même vous l'avez dit, il s'agit d'une volonté politique. Cette volonté politique existe depuis la naissance de Cameroon Airlines. Vous connaissez certainement les circonstances dans lesquelles Cameroon Airlines est né. C'est une décision du président de la République de l'époque qui avait décidé de sortir de Air Afrique et de doter notre pays d'une compagnie aérienne. Ensuite, on connaît, on va dire, les déboires que Cameroon Airlines a connus jusqu'à sa scission liquidation, puisque c'est la formule qui avait été retenue, et les conditions dans lesquelles Camerco va donc naître. Une autre volonté du président de la République, le président Paul Biya, de dire au Cameroun, il faudra une compagnie qui soit une compagnie camerounaise. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une nécessité qu'il puisse exister. Ce n'est pas une volonté uniquement pour afficher la souveraineté de l'État du Cameroun. Oui, il faut afficher notre souveraineté et c'est fait, mais il y a derrière tout cela un marché. Il y a un marché domestique, un réseau domestique. Je pense que quand on compare un peu le Cameroun avec des pays à niveau économique et en tout cas à niveau de développement comparable, quand on dénombre des aéroports qu'il y a au Cameroun, 3 aéroports internationaux, je mets quiconque au défi d'en trouver à tour de bras comme ça en Afrique, plus les aéroports secondaires qui en réalité n'en sont pas dans d'autres pays qui auraient été des aéroports internationaux, Bamenda, Bafoussam, Bertois, Marois, etc. Donc, Koutaba même également qui est on pourrait vous rétorquer que c'est des aéroports qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Oui, mais cela voudrait dire qu'il y a une demande. Il y a une réelle demande. Si vous prenez à l'intérieur dans le réseau domestique le réseau septentrional, il y a une réelle demande. Donc il y a un marché. C'est d'ailleurs pour cette raison que les compagnies aériennes étrangères, les grosses compagnies aériennes, louchent permanemment en direction du marché camerounais. Et puis maintenant, il y a le marché extérieur. Il y a la ligne Cameroun-France qui est tout à fait rentable, aujourd'hui, il est prouvé qu'elle l'est. Donc il y a cet aspect-là également au niveau économique. Maintenant, il y a, pour qu'une compagnie existe, il y a des conditions qui sont des conditions d'ordre logistique et des conditions d'ordre technique. Donc, lorsqu'on a fini de dire qu'elle doit exister, il faut que cela suive. Le directeur général de Camerco vient de le dire, je ne saurais le dire mieux que lui-même. Lorsqu'on démarre avec trois aéronefs, c'est pour démarrer. Et il y a un plan de relance, en fait, ce qu'on appelle un business plan, en fait, qui est proposé par la direction générale, discuté au niveau du conseil d'administration, qui est l'organe de décision, et ensuite au niveau des tutelles techniques et financières, pour atterrir sur la table du chef de l'État qui approuve ce plan de relance, ce business plan. Sur les 30 milliards, qui doivent être accordés par ce plan, peut-être faudrait-il préciser, le directeur général l'a dit, mais peut-être le repréciser, qu'il ne s'agit pas d'argent public. Camerco ne demandait pas que l'État sorte 30 milliards de ces caisses, mais plutôt apporter une garantie pour que les banques, et vous savez que si les banques n'avaient pas pensé que cela pourrait être rentable, nonobstant la garantie de l'État, elles ne s'y seraient pas engagées. Et il y a un consortium de banques qui s'est dit prêt, et aujourd'hui il l'a dit, qui aujourd'hui ce financement, étant donné l'accord du chef de l'État, ce financement est donc déjà disponible, sauf qu'on ne peut pas encore y accéder pour des raisons certainement de procédure. Et dans ces 30 milliards de francs, il faut bien noter que le tiers, c'est-à-dire les 10 milliards de francs, je parle sous le contrôle du plan de relance de Camerco auquel nous avons eu le privilège d'accéder, eh bien, 10 milliards de francs doivent servir de dépôt pour porter la flotte de la Camer à un minimum c'est-à-dire le minimum requis
pour pouvoir atteindre un point d'équilibre, c'est-à-dire entre 7 et 9 aéronefs, auquel, si vous ajoutez, il l'a dit, et c'est une bonne nouvelle, je pense, que les MA60 qui sont spécialisés, qui sont appropriés à l'exploitation du rosé domestique, eh bien, vont entrer en activité bientôt. Alors, à partir de ce moment, Camerco peut, sous réserve des questions de management, peut devenir une compagnie absolument viable. Donc, il faut rester avec Alors, quand Camerco. vous parlez de viabilité, c'est cette question que j'aimerais poser à Roger Betala. C'est cette question que je lui pose. Est-ce que la Camerco peut être viable? Est-ce qu'elle sera viable un jour? Il y a eu la Camère, comme disait tantôt Félix Zogo, avec tous les déboires qu'on connaît. Maintenant, il y a la Camerco avec les mêmes problèmes, sinon les mêmes tares et les mêmes avatars. Alors, est-ce qu'on peut espérer que la Camerco, un jour, sera viable? Si l'État a décidé de créer la Camerco, ça veut dire qu'il y a des cerveaux qui se sont réunis pour créer une entreprise. Et une entreprise a des préalables au cours de sa création, ce qu'on appelle un plan de gestion. Et chaque entreprise a ce qu'on appelle également un cycle de vie. Je ne vois pas l'État en train de créer la Camerco tout simplement pour dépenser de l'argent et puis créer des problèmes aux uns aux autres. Donc sûrement qu'il y a eu une étude préalable qui a démontré que Camerco pouvait être une entreprise viable. Et puis, comme je le disais, chaque entreprise a un cycle de vie. Il y a la phase de lancement qui nécessite une politique. Il y a la phase de maturation ou d'expansion qui nécessite une autre politique. Il y a une phase également de décollage et puis une phase pratiquement d'atterrissage qui nécessite des politiques. Donc, la Camerco peut avoir des politiques qui peuvent permettre à cette entreprise d'être viable. Le seul problème, c'est qu'il faut que ces politiques-là soient appliquées. Il y a un plan de gestion d'urgence qui a été mise en place par le nouveau directeur général. Ce plan-là a été avalisé jusqu'au sommet de l'État par le président de la République. Je ne crois pas que tous qui ont eu à jeter un coup d'œil dans ce plan ne soient pas capables de dire que ce plan est viable et permettre au chef de l'État d'avaliser un plan qui manque de viabilité. Et la viabilité d'une compagnie comme la Camère n'est pas la viabilité d'une épicerie. C'est-à-dire que le tout n'est pas de faire des bénéfices, le tout c'est d'avoir une compagnie où les coûts sont supportables. Parce qu'il y a quand même un gestionnaire et un propriétaire de la Camerco qui est l'État. Est-ce que l'État a mis en place la Camerco pour avoir une entreprise dont le résultat net est positif? Moi, je ne crois pas. Je me dis, l'État met en place une compagnie qui répond à des besoins politiques, à des besoins d'émergence, parce qu'on doit être émergent à l'horizon 2035, qui obéit à des besoins de prestige, mais également à des besoins de bonne gestion qui limitent au strict minimum les coûts que peut entraîner cet organe. Donc, moi je dis, la viabilité de la Camère ne doit pas s'étudier comme une viabilité d'une épicerie. Il faut tenir compte de toutes les contingences et voir ce que l'État recherche véritablement en mettant en place cette entreprise. Parce que chaque entreprise a sa spécificité, a ses objectifs, a également son trend. Alors, Félix Zogo, la viabilité, c'est également ce que la clientèle, je vais dire, la clientèle institutionnelle fait de la Camerco, un avion qui est cloué au sol pendant des heures parce qu'on attend tel membre du gouvernement qui n'arrive pas ou telle autre personnalité qui n'arrive pas. Ça, c'est également des éléments qui ne peuvent pas contribuer à rendre cette entreprise-là viable. Oui, d'abord, il faut apporter des précisions. Et peut-être faudrait-il éviter les caricatures. Oui, on a connu une époque, notamment les Cameroun Airlines, où effectivement, on pouvait vivre des spectacles comme cela. Mais il faut noter que depuis que Camerco est reparti, d'abord, une première chose, l'État paye cash à Camerco les voyages de ses fonctionnaires. Oui, il paye cash. C'est-à-dire que quand vous êtes fonctionnaire et que vous allez en mission sur Camerco, eh bien, le ministre, qui est l'ordonnateur du budget, signe une décision de déblocage sur la base d'une proforma qui est donnée par la Camère, et cet argent est remis aux fonctionnaires qui voyagent. Donc, quand vous vous présentez à Camerco, vous passez à la caisse avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, depuis Camerco, il n'y a plus de bons de commande, il n'y a plus de réquisition de transport, c'est de l'argent cash. Donc ça, il faut déjà savoir ça, que, eh bien, il n'y a plus de dette
de l'État vis-à-vis de Camerco parce que des fonctionnaires auraient voyagé et que les recouvrements n'auraient pas été faits. La deuxième chose, celle que vous relevez, mais il faudrait que, à ce moment-là, si un haut fonctionnaire ou un haut responsable de la République est en retard, l'avion n'attend pas. Il n'attend pas. Il part. Il part et on tire les conséquences. Donc, mais je ne pense pas que l'ampleur de ces situations, la situation que vous évoquez, soit de nature, n'est-ce pas, à mettre en péril la crédibilité de la compagnie vis-à-vis de sa clientèle. Il faudrait peut-être même surtout relever aussi que c'est une compagnie nationale. Et on ne peut pas comprendre que de l'argent public, n'est-ce pas, aille financer des compagnies étrangères, quel que soit le niveau de confort qui peut y avoir dans le JA comparé à une autre compagnie, c'est d'abord la compagnie de notre pays. Et donc, je pense qu'il faudrait mettre en place un certain nombre de mécanismes qui contraignent ceux qui voyagent, oui, grâce à de l'argent public, de voyager prioritairement par la caméra. Alors nous nous sommes laissés dire au cours d'échanges avec le haut responsable de Camerco, pour ne pas le cacher, même le directeur général avec qui nous avons échangé là-dessus, que désormais Camerco est certifié IOSA. IOSA, c'est, semble-t-il, une norme qui permet à une compagnie de passer des accords avec d'autres compagnies sur les transferts de passagers. Cela veut dire que même si vous partez sur une destination qui n'est pas desservie par Camerco, vous prenez un billet Camerco et, comme Camerco est certifié IOSA, eh bien, les transferts vers d'autres compagnies se font quasi automatiquement. Ce n'était pas possible au début de la création de Camerco. Il fallait prendre un billet, par exemple, sur Paris, et c'est à partir de Paris que vous preniez un autre billet pour une autre compagnie. Donc, vous achetez votre billet sur Camerco, et les transferts sur les autres compagnies se font de manière automatique. Ça, c'est une question qui mérite d'être abordée. Et pour dire, eh bien, lorsque Camerco aura remis sa flotte à niveau, il faudrait que l'État, et ceux qui représentent l'État, ceux qui utilisent les ressources de l'État pour se déplacer pour des raisons professionnelles, aillent prioritairement vers la compagnie nationale, que ce soit une obligation, une contrainte. Merci Félix Zogo. Madame, Monsieur, nous allons marquer le premier arrêt, ou ce sera plutôt le deuxième arrêt de cette édition de Scène de Presse pour aller du côté de Garoua Boulaye pour voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, concrètement sur l'axe Garoua Boulaye Bangui, où les transporteurs, les chauffeurs camerounais semblent être pris dans le piège centrafricain. On dénombre à ce jour 14 personnes tuées, 14 chauffeurs précisément, qui ont déjà été tués sur l'axe Garoua Boulaye du fait justement des attaques de certaines personnes mal intentionnées de ce côté-là. Nous allons le voir dans le zooming de Salomon Kankili. Tronçon Garoua Boulaye Bangui, début septembre 2015. Du sang camerounais a de nouveau coulé. Pierre Tchouchoua, camionneur, est lâchement arraché à la vie dans le village centrafricain de Fambeli. Sa dépouille retrouvée, puis exhumée, est rapatriée jusqu'à la frontière en présence d'autorités et une famille nouée par la douleur. C'est le 14e transporteur ainsi assassiné en l'espace d'un an. Tous camerounais, ils ont été la cible d'assaillants armés. Il y a eu des exactions, il y a eu des vandalismes sur le matériel roulant, il y a eu des marchandises qui ont été détruites, volées, parfois même brûlées. Quand il y a des pertes en vie humaine, ça devient suffisamment préoccupant. Et c'est là où nous sommes directement interpellés. Et quand on était déjà à 7 morts, nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme. Face à l'ampleur du phénomène, le syndicat national des transporteurs du Cameroun s'est réuni. Un arrêt de travail est observé sur le corridor Douala-Bangui. L'impact économique est au rouge. La Centrafrique, déjà accablée par l'instabilité et la pauvreté, est coupée de vivres. Mais le gouvernement camerounais va sauver les meubles. Malgré cette psychose, il faut le dire également, qui persiste, malgré tout cela, les chauffeurs continuent à aller. Nous avons été avec eux, nous les accompagnons, donc nous desservons ce pays-là, nous continuons à travailler et nous sommes, disons, sereins
pas par rapport au pays, par rapport à la RCA. Non, c'est rien par rapport à notre pays. Agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité autorise la MINUSCA à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat dans les limites de ses capacités et dans ses zones de déploiement. Sur le terrain, des incompréhensions persistent. Que les Nations Unies jouent véritablement leur rôle, que la MINUSCA joue effectivement son rôle de protection de l'ensemble de toute personne qui entre en territoire centrafricain. Trop, c'est trop. Nous laissons à la diplomatie camerounaise la possibilité de régler ce problème. Faciliter l'acheminement en toute sécurité et sans entrave de l'aide humanitaire, c'est l'autre mission dévolue à la MINUSCA. Les transporteurs camerounais préconisent que soient désormais érigés en convois humanitaires leur cargaison le long de la bretelle Garoua-Boulaye-Bangui. Il faut sécuriser ce corridor-là. Il faudrait qu'on considère que ce corridor soit comme un certain couloir humanitaire. Et quand on parle de couloir humanitaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut d'abord identifier les zones à risque qui sont déjà connues par tous les chauffeurs et par nous tous, eux-mêmes ils le savent, et que des dispositifs soient mis en place pour que là où il y a problème, que ce soit bien sécurisé. Sur ce tronçon devenu couloir de la mort, nos compatriotes y perdent la vie. Il faut stopper ces massacres. Des familles inconsolables n'en peuvent plus de ces voyages sans retour. Merci Salmon. Retour sur ce plateau où nous recevons Georges Meka Abessolo. Il est spécialiste en stratégie, management et investissement. Il est notamment consultant au sein du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles PITMA et par ailleurs chargé des investissements et de la gestion financière à la Banque africaine de développement. Bonsoir Georges. Bonsoir Lucrèce. Alors avec vous, nous allons aborder la deuxième une de scène de presse qui porte sur la maturation des projets au Cameroun. Alors lorsqu'on parle de maturation de projets, de quoi s'agit-il concrètement? Bien, c'est en un seul mot, c'est l'ensemble des étapes de préparation à l'élaboration d'un projet stratégique et économique d'une nation. On a connu au Cameroun à un moment des délestages énergétiques. Il a donc fallu qu'on mette en place des projets, donc les barrages que nous connaissons, qui visent donc à augmenter la fourniture énergétique au Cameroun. Et toutes ces étapes contiennent des concepts d'élaboration d'un projet qui aboutit au document d'un projet qui va prendre en compte le contexte, la justification, les objectifs. Il y aura un avant-projet d'exécution qui va définir le chronogramme et englober toutes les études qui auront été réalisées. Et maintenant, à ce moment, les DAO, les dossiers d'appel d'offres, sont lancés et un prestataire est recruté. Et on met à ce moment-là le lancement du projet. Alors, il y a bien une différence entre la maturation d'un projet et son exécution, même si la maturation impacte d'une manière ou d'une autre sur l'exécution. Tout à fait. Il faut qu'un projet soit mature, c'est-à-dire que tout soit pris en compte afin que l'exécution, qui va s'appuyer sur les études de faisabilité, s'exécute comme il a été prévu. Alors, Roger Betala, peut-on dire que la télé du ministère de l'économie arrive à point nommé quand on sait, par exemple, qu'il intervient la semaine où il est officiellement apparu que sur l'autoroute Yaoundé-Simalène, il y a des marécages qui ont été peu ou pas du tout pris en compte dans les études préalables? Le séminaire organisé par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire arrive à point nommé. En fait, il fallait ce séminaire-là, il fallait même plusieurs séminaires de ce genre. À partir du moment où nous sommes entrés dans le système de budget-programme, parce que le budget-programme marche sur des projets et le projet ne peut être viable que s'il est mature. Et le taux de rentabilité, le taux de faisabilité, le taux d'exécution du budget d'investissement public dépend de la maturation de ces projets. Et si vous vous souvenez, l'un des échecs de la première année du budget programme, c'était dû à la faiblesse de l'exécution du BIP. Et cette faiblesse-là était la conséquence aussi de l'absence de maturation des projets qui étaient proposés. Donc le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui met en place le journal des projets qui gère le BIP est donc bien placé
pour amener ces cadres à maîtriser cet outil qui va permettre à l'économie nationale de pouvoir se développer. Pour que nous atteignions l'émergence à l'horizon 2035, il faut des taux de croissance supérieurs à 5% depuis au moins 3-4 ans. Ces taux de croissance dépendent de quoi? Dépendent d'un phénomène, de ce qu'on appelle l'investissement nouveau. Et cet investissement nouveau-là ne peut venir que si les projets sont mûrs. Parce que s'il n'y a pas de projet mûr, il n'y a pas d'investissement nouveau, que ce soit dans le public que dans le privé. Donc, ce séminaire était très important. Il est faut de façon permanente pour que nous puissions être conformes à ce que nous avons décidé d'être à l'horizon 2035, à savoir un État émergent. Alors, Omer Mbadi, ces problèmes liés à la maturation des projets, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On en a parlé dans les fonds PPT. Il y a plusieurs projets qui n'ont pas pu trouver des financements justement parce que ces projets-là n'étaient pas suffisamment matures. Effectivement, il y a plusieurs projets, même si tout de suite il ne me vient pas des exemples en tête, mais on peut citer d'autres exemples. L'un des exemples les plus frappants, c'est à l'occasion de l'emprunt obligataire de 200 milliards de 2010, le premier emprunt obligataire de l'État du Cameroun. Une année, en 2011, une année après effectivement la levée de cette somme d'argent, le représentant du FMI à l'époque, au cours d'une assemblée générale du JICAM à Douala, déplorer le fait que cet argent était toujours logé quelque part à la BEAC. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait certains projets qui avaient été inscrits, qui devaient être financés justement par cet emprunt obligataire qui, malheureusement, n'était pas arrivé à maturité. Quelques semaines plus tard, d'ailleurs, Emmanuel Esmi-Meigné, à l'époque ministre des Finances, a fini par le reconnaître. On peut aussi le constater. Il y a eu cette polémique récemment sur les 10 premiers kilomètres de l'autoroute Douala-Yaoundé. Ce problème d'indemnisation. On peut bien se demander si effectivement ce projet était mature au moment où on l'engageait pour qu'un tel problème puisse survenir. En principe, si effectivement il avait été maturé comme il se doit, on aurait pris en compte toutes ces doléances et on aurait fixé le mois et on n'aurait pas eu ce type de réclamation. Donc c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Et la Banque africaine de développement et la Banque mondiale ne cessent effectivement d'attirer l'attention des autorités camerounaises effectivement sur ce problème. Il y a déjà 2 ans même, d'ailleurs, l'actuel secrétaire général du ministère de l'économie, M. Edouard Gilbert, disait qu'à peine 35% des projets inscrits au financement du budget d'investissement public au Cameroun étaient matures. Ça veut dire qu'il y avait 65% des projets dont la majorité, près de... On n'était pas aux 3 quarts, mais puis la majorité de ces projets, effectivement, qui posaient problème quant au financement. Et effectivement, on pourra peut-être revenir sur un certain type de points sur lesquels, effectivement, on se heurte par rapport à ça, mais ça montre à quel point l'ampleur, le problème est assez profond. Alors, Thierry, lorsqu'on parle de maturation des projets, on sait quand même que depuis le 6 juin 2014, le Cameroun dispose d'un guide de maturation des projets d'investissement public. Pourtant, les mêmes problèmes demeurent. S'il y a déjà un guide, pourquoi on continue à avoir ce type de problème? Si les gens savent ce qu'ils ont à faire. Alors, je pense que le problème est ailleurs. Tout à l'heure, M. Bettal a parlé d'un séminaire qui est bienvenu. Je ne suis pas d'avis avec lui. Vous l'expliquez très bien, il y a un guide qui existe. On n'a pas besoin de réunir les gens pendant 3 jours pour leur parler de maturation de projet, alors qu'il y a un document qu'on peut appeler un manuel de procédure qui permet justement de mettre en œuvre des projets et c'est bien codifié. Donc, la question que vous posez suggère qu'on questionne la qualité des ressources humaines qui sont, ces ressources humaines qui sont chargées de mettre en œuvre les projets. Je regrette, mais il faut le dire, les administrateurs civils qui sont chargés de mettre en œuvre nos projets ne sont pas toujours préparés à cela. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui sont formés pour telle chose et vous leur confier de gérer autre chose. L'économie, c'est quand même quelque chose de très pointu. Je n'ai rien contre ceux qui mettent en œuvre actuellement les projets, mais quand vous regardez le profil, il y a un problème. Ça, c'est la première chose. La seconde qui mérite d'être questionnée, c'est aussi la réglementation en vigueur autour de ces projets, autour de ces marchés qu'on lance. Parce que, on le disait tout à l'heure,
quand on constate, peut-être 2 ans après, que l'autoroute Yaoundé-Simalène a des problèmes au niveau des marécages, ça pose quand même un problème qui va au-delà des ressources humaines. Je discutais avec des spécialistes, un cabinet qui est chargé de suivre la mise en œuvre du projet Yaoundé-Simalène autoroute. Ce qui revient des remarques que ces gens-là font est très grave, Lucrèce. Voyez-vous, nous sommes dans une situation où la maîtrise du projet n'est pas une chose acquise par les différents acteurs qui sont chargés de conduire le projet. Donc, moi, je dis, on peut élaguer toute une journée, tout un mois, on ne va pas arriver si nous n'avons pas reformé l'environnement institutionnel et juridique, si nous n'avons pas mis des bonnes ressources humaines à la place qu'il faut, et si, sur le plan politique, il n'y a pas véritablement un coup de pied à la fourmilière. Alors, Jean-Jacques Abessolo, c'est un avis, je vous ai vu acquiescer tout à l'heure, c'est un avis que vous partagez. Qu'est-ce qui fait problème? Donc, c'est le guide ou c'est seulement l'expertise des personnes qui sont chargées de monter le projet? Bon, partiellement. Hein, je crois que le guide est la bienvenue, nous n'en avions pas. Bon, il faudrait peut-être enrichir ce guide aujourd'hui et y ajouter des guides de maturation de certains types de projets. Le guide actuel du Minepat est très générique, mais il y a quand même des problèmes qu'il faut noter au niveau de la mise en œuvre des études de faisabilité qui précèdent l'exécution d'un projet. Je prends, sans le citer, mais je prends le cas où les coûts des études sont bien en deçà, disproportionnellement en deçà de la valeur stratégique et économique d'un projet que nous lançons. Donc, le prestataire ou le cabinet qui est recruté ne va pas faire tous les devis estimatifs nécessaires. Ils feront avec ce qu'ils ont et nous les recrutons avec le critère du moins 10 ans et ils vont respecter le moins 10 ans lorsqu'il s'agit de faire des études très importantes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a également des décalages entre la planification. On peut maturer un projet sans inscrire le plan d'indemnisation, qui ne dépend peut-être pas, qui dépend d'un autre ministère. Donc, tous les éléments ne sont pas suffisamment réunis lorsqu'un projet est présenté pour financement. On recrute également des cabinets, mais en réalité, on recrute un expert d'un cabinet et non l'expérience du cabinet. On recrute l'expérience d'un individu de ce cabinet, mais non d'un cabinet. Et lorsque cet individu, peut-être pour des problèmes managériels, se soustrait de ce cabinet, ben, on vous présente finalement des études de faisabilité qui n'ont pas pris en compte les étapes nécessaires. Parce que l'autoroute Yaoundé-Simalène, qu'on se rende compte aujourd'hui qu'il y a des marécages, ça veut dire que les gens n'ont concrètement pas fait le tracé physique. Et lorsqu'on valide même ces études de faisabilité, c'est des validations de salon et non des validations de terrain. Donc il faudrait y apporter une compétence externe et nous devons avoir l'humilité de rechercher cette compétence. C'est une question sur laquelle nous allons revenir. Est-ce que vous pensez, pour revenir sur le guide, est-ce que vous pensez qu'il y a eu, lorsque vous le parcourez, est-ce qu'il y a eu des omissions dans ce guide? Est-ce qu'il faut l'enrichir? Il faudrait enrichir ce guide. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement mondial très compétitif et nous devons, je le réitère, avoir l'humilité de nous benchmarker par rapport à d'autres pays. Lorsqu'ils font des études de maturation, qu'est-ce qu'ils prennent en compte qu'ils ne prennent pas? Et maintenant, nous avons suffisamment dans nos tiroirs beaucoup d'études qui ont été faites. Et ces études sont dans les tiroirs. Et personne, Dieu seul sait ce qu'il faut rechercher. Et lorsque vous voulez une étude, il m'est arrivé de demander à un retraité qui est parti avec sa clé USB en retraite et dont sa clé contenait ces études de faisabilité qui n'étaient plus dans le ministère auquel il appartenait. Donc, et ces études préalables doivent servir de référence aux nouvelles études qu'on lance.
Roger Betala, quelles sont les conséquences de la maturation approximative des projets? Avant de répondre à votre question, je voulais relever un peu ce que le collègue a dit pour lui faire comprendre qu'on ne peut jamais arrêter d'apprendre et que quel que soit le guide qu'on peut avoir, ce guide doit être revu parce que l'économie internationale est quelque chose d'une très grande instabilité. L'environnement économique international est très instable, les critères changent, les aléas changent. Et le ministère des Finances, je peux lui donner cette information, va organiser dans les prochaines semaines un salon de la banque, assurance, microcrédit pour l'investissement. Il y aura des débats sur l'investissement, donc sur la maturation des projets. Est-ce que vous avez posé votre question, celle de savoir est-ce que la situation est très grave? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les projets puissent être relancés? La question, c'est quelles sont les conséquences de la maturation approximative des projets pour un État comme le Cameroun? La conséquence est évidente. Vous avez donné l'exemple de l'axe Yaoundé, de l'autoroute Yaoundé et Simalène. Lorsque vous avez des projets qui ne sont pas matures, c'est que ces projets sont obligés de revenir. Vous ne pouvez jamais les amener à terme. Et lorsque vous ne les amenez pas à terme, j'ai dit au début, il y a le phénomène d'investissement nouveau. Lorsque vous n'amenez pas à terme vos projets, vous ne pouvez pas accélérer le processus de croissance de l'économie. Lorsqu'il n'y a pas croissance d'économie, il n'y a pas de financement nouveau en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure. Donc, c'est les trois basiques d'une économie qui veut se développer. L'absence de maturation de projet veut dire que le Cameroun est cloué au sol, ne peut pas décoller. Donc, il faut à tout prix résoudre ce problème. Et vous vous souvenez, je le redis, il y a 2 ans, au début du budget programme, le président de la République lui-même, dans 2 ou 3 discours, a décrié la faiblesse du niveau d'investissement public. Quelle était la raison? La raison, c'était l'absence de maturation des projets. Et cette absence amène tout ce que vous avez comme faux projet, comme projet qui commence, qui ne finit pas, comme autre projet qui engloutit. Non seulement vous perdez de l'argent, mais ensuite vous n'avez même pas les résultats de cet argent. Vous avez des difficultés pour créer d'emplois. Vous voyez, le chômage est tellement important. Vous avez de la difficulté à faire en sorte que votre économie progresse. Pour qu'une économie soit viable, à telle émergence, il faut qu'elle progresse. Et pour qu'elle progresse, il faut qu'il y ait des projets viables. Et ce sont ces projets, comme je le dis, amènent un phénomène, un paramètre inévitable qu'on ne peut pas ne pas voir si l'on veut changer de statut, l'investissement nouveau. Et les conséquences, Georges Abessolo, on peut également les observer dans l'exécution du projet, même la rentabilité du projet, même à terme, une fois qu'il a finalement été exécuté. Tout à fait. Et je vais faire une remarque, c'est que parfois nos projets manquent de rentabilité financière. On ne sait plus combien ça nous coûte. Et lorsqu'ils ne sont pas suffisamment bien maturés, on est obligé de demander à l'État d'apporter des rallonges. Parce que tout retard d'exécution que nous connaissons des grands projets aujourd'hui, lorsque vous parlez de 3 à 5 mois de retard d'exécution, c'est une rallonge en effet qu'il faut demander parce que l'unité de projet est toujours là, le personnel continue d'être payé, le carburant, les per diem, etc. Donc à un moment donné, ça coûte extrêmement cher à l'État. Et parfois, ce sont des emprunts que nous prenons auprès des bailleurs qui sont à des taux d'intérêt non négligeables. Donc, si nous continuons à ne pas avoir des projets maturés, à ne pas réaliser l'investissement, à ne pas le réaliser à temps. À temps, bien sûr. À temps, il y a le time is money, nous le connaissons très bien. Je ne voudrais pas être alarmiste, mais il faudra peut-être, si ça continue à ce rythme-là, un deuxième PPTE. Omer Badi, il y a les coûts additionnels pour l'État, mais il y a aussi les populations dont l'attente, j'ai envie de dire, le supplice est prolongé dans le cadre de ces projets. On imagine par exemple une salle de classe qu'on décide de créer dans un village, mais peut-être qu'il n'y a pas de terrain. Et les enfants sont là, ils attendent. Effectivement, c'est-à-dire au-delà effectivement du problème du surcoût que génère effectivement la non-maturation des projets, il y a que l'État n'arrive pas à implémenter ou tout au moins installer les infrastructures qu'il faut, qui doivent répondre éventuellement aux besoins des populations qui sont en attente par rapport à ces infrastructures-là. Et effectivement, ça peut générer des frustrations. Mais au-delà même de cela,
M. Abessolo parlait tout à l'heure des financements, notamment à l'international, avec ce que cela peut effectivement générer. Le simple fait qu'il y ait des rallonges en termes d'investissement fait en sorte qu'il y a par exemple des intérêts qui courent et qui pèsent lourdement effectivement sur et qu'il faut payer même si et qu'il faut payer. Pendant toute je ne sais pas si c'est le cas. Prenons par exemple aussi un exemple. Hein. Vous savez qu'à la faveur de la visite de François Hollande, il y a eu des conventions qui ont été signées entre le ministre Nganou Djoumesso et son homologue français. L'une de ces conventions concerne effectivement, je crois que c'est 23 milliards de francs qu'on rajoute sur le projet de construction, notamment du deuxième pont sur le Vouri. L'une des causes effectivement de cette allonge tient à quoi? C'est que dans l'élaboration du départ de ce projet, on n'avait pas tenu compte de la cimenterie d'Angoté, avec l'impact que cela aura sur le paysage, effectivement. Donc, voilà un élément dont on n'avait pas pris compte. Et voilà qu'on vient de rajouter, je crois, 23 milliards sur un projet comme celui-là. Je ne sais pas quels sont les termes de remboursement de ce projet et ce que ça pourrait générer, notamment en termes d'intérêt. Mais il est possible qu'effectivement, si on n'est pas dans un processus concessionnel, je pense qu'on va devoir trinquer. Donc, sur l'économie camerounaise, ça devrait nécessairement peser. Donc, il y a effectivement une insatisfaction du fait que les infrastructures ne sont pas là et ça crée des frustrations pour les populations. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a la charge financière que, effectivement, les surcoûts peuvent induire. Alors, que faut-il faire, Thierry Non? Est-ce qu'il faut recourir à l'expertise extérieure, même pour le montage des dossiers? Non. Je crois qu'il y a des... Il faut simplement que... on cherche les bonnes personnes pour gérer, pour monter les projets. Je vous prends un exemple simple de projet qui marche très bien et dont on parle peut-être peu, le Lompanga. Quand vous allez à Lompanga, vous sentez que le Cameroun est debout, qu'il marche. Mais derrière, il y a tout un... Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas une expertise externe? Aussi une expertise locale. Le projet Lompanga a plusieurs partenaires, mais il est coordonné par des Camerounais qui sont justement à la place qu'il faut, parce qu'ils ont fait leur preuve ailleurs dans d'autres pays, dans le domaine en question. Parce qu'il n'y a pas d'administrateur civil derrière, c'est ce que vous voulez dire? Je suis enclin à penser que M. Sangou, qui est ingénieur, qui a l'habitude de ce type de travail, qu'on allait chercher au Brésil, qui est camerounais, a toute la compétence pour conduire ce projet. Je ne fais pas la publicité de ce monsieur, que je ne connais d'ailleurs pas, mais quand vous allez à Lompanga, vous voyez la complexité du projet et comment il est conduit avec succès. Mais vous êtes fiers d'être Camerounais pour dire que l'expertise locale existe, mais il faut la chercher. Et malheureusement, nous sommes parfois guidés par d'autres intérêts, je veux dire des intérêts particuliers dans le choix des personnes capables de conduire. Mais cette expertise-là, Georges Abessolo, cette expertise camerounaise dont parle Thierry Non, elle va jusqu'où? Est-ce qu'elle est capable de manager des grands projets? Est-ce qu'elle est capable, cette expertise locale? En toute humilité, je ne crois pas. Parce que la vérité est que c'est des entreprises étrangères. Même si nous coordonnons, est-ce qu'après le départ de ces entreprises étrangères, nous serons en mesure de reproduire le même type de projet? J'attends encore des réponses. Donc je pense que la problématique de la compétence est nécessaire. Une des recommandations que je pourrais sortir de ce plateau aujourd'hui, ce serait: est-ce qu'à Lompanga, est-ce que dans d'autres projets, on a des élèves ingénieurs de Polytechnique qui sont sur ce chantier également? Mais je peux vous répondre qu'ils sont là. Je peux vous répondre, ils sont là, justement, c'est l'un des modèles publics, privés, qui marche assez bien. Vous avez des étudiants, des ingénieurs camerounais qui sont régulièrement envoyés en Chine pour expertiser le matériel qui vient et qui sont sur le terrain pour suivre avec l'entreprise chinoise la mise en œuvre du programme. Je n'ai rien contre, mais je vous assure, si vous allez là-bas, vous serez fiers d'être Camerounais. Et il y a une expertise camerounaise qui existe dans tous les domaines. Moi, je suis convaincu, en qualité de journaliste, j'observe tous les jours, dans tous les domaines, des Camerounais capables d'apporter le leur. Je ne dis pas que nous avons toute l'expertise, mais tout au moins le minimum nécessaire pour suivre
pour coordonner. On a ça ici au Cameroun. Alors, quelles sont les meilleures pratiques en la matière, Roger Betala? Comment on peut faire pour que les Camerounais aient vraiment ce know-how dont parle Thierry? Donc, il est content de voir qu'il y a des Camerounais qui coordonnent les projets du côté de Lompanga. Je ne sais pas jusqu'où va cette coordination, mais qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, concrètement? Vous avez dit know-how, ça veut dire que c'est la connaissance qui est au centre de cette expression anglo-saxonne. Comment améliorer ce know-how? Comment capaciter davantage les Camerounais pour qu'ils puissent eux-mêmes mener à terme les projets, bien les monter et puis les amener, les conduire? Bon, il y a la formation. Moi, je suis d'accord avec le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire qui veut mettre up-to-date le niveau de formation de ses collaborateurs. C'est important parce que le monde change, les données changent, l'environnement change, il faut améliorer ça de façon continue. La formation continue n'est pas mauvaise. Et puis il y a des écoles. Moi je prends par exemple l'école polytechnique de Yaoundé. Quand vous voyez les différentes filières qu'il y a à Polytechnique, vous avez des enfants de 21 ans qui sont ingénieurs du génie industriel, qui sont ingénieurs du génie mécanique, qui sont là. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'être intégrés dans les projets. Et je vous dis, lorsque vous voyez le cursus et le contenu des enseignements... Je rappelle que vous avez un fils ingénieur, donc vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Bon, je ne voulais pas le dire. J'ai un fils ingénieur à 21 ans. Donc, lorsque vous voyez le contenu de ces enseignements, parce que moi j'ai pris la peine d'aller suivre la présentation des mémoires de ces enfants de 5e année, des ingénieurs de conception. Quand vous voyez tous les sujets, hydroméquine, tous les sujets, Tradex, et ainsi de suite, vous vous dites, mon Dieu, comment pouvons-nous nous noyer dans un verre d'eau alors que nous avons tant de compétences qui ne demandent qu'à être utilisées? Donc, il faut déjà détecter ces compétences-là. Ne pas les laisser dans la nature, parce que c'est un gâchis énorme. Vous avez des ingénieurs 20, 21 ans, 23 ans, 24 ans, des gens qui ont Bac plus 5 avec des mentions extraordinaires, mais qui se retrouvent 1 an, 2 ans, 3 ans au quartier. C'est un gâchis. Et je dis, en dehors de ça, il y a donc cette formation, il y a la formation continue, il y a également la volonté de mettre en œuvre ce qui est contenu dans le journal des projets. Vous arrêtez les projets, mettez-les en œuvre. Il ne faut pas simplement que ce soit des projets politiques, que ce soit des projets qu'on mette en œuvre. Et puis je dis, nous avons eu la chance de mettre en place nos documents, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Je vous dis, si vous prenez la peine de lire attentivement ce document et que les gens s'asseyent pour essayer d'appliquer ne serait-ce que les 3/4 de ce document, il y a de fortes chances que les problèmes comme la maturation de projets puissent trouver une solution, parce que dans ce document, vous avez pratiquement tous les guides qui vous permettent de savoir où l'on va, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le faire, dans quel délai, pour quel objectif. Omer Badi, vous avez des solutions pour améliorer la maturation des projets au Cameroun? J'ai peut-être pas une solution, mais c'est une contribution, encore que ça découle d'un constat. On a constaté que l'une des choses, en fait, on n'est pas au même niveau de compétences dans les différentes administrations. Je crois que c'est le directeur général de l'économie qui disait que parfois il y a des projets qui viennent d'autres administrations, qui viennent parfois sur des calques, sur des bouts de papier. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'harmonisation, généralement du cadre, notamment le langage qu'on utilise. Parfois, le langage est différent d'une administration à l'autre. Alors, on parlait tout à l'heure, par exemple, du guide de maturation des projets qui devrait nécessairement être vulgarisé au sein de toutes les administrations. Vous preniez l'exemple, par exemple, d'une salle de classe. Il n'est pas sûr que dans les administrations en charge des questions d'éducation, qu'on ait nécessairement, effectivement, les compétences requises à l'heure actuelle pour pouvoir, effectivement, mettre en place, effectivement, des projets de construction, par exemple, d'écoles ou bien de salles de classe qui répondent, effectivement, aux normes requises. Peut-être parce qu'effectivement, les gens ne s'entendent pas, notamment, sur les standards qui sont appliqués au moment de l'élaboration du projet. Donc, je pense que l'initiative qui a été prise au niveau du MINEPAT devrait, en principe, se généraliser au sein des autres administrations et que, effectivement, les uns et les autres soient amenés, effectivement, à parler notamment le même langage. Alors, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Georges Abessolo, vous également, vous avez des propositions à faire dans ce sens-là. Vous pensez, lorsque nous préparions cette émission, vous pensez qu'il était peut-être
temps de faire renaître la Direction générale des grands travaux? Oui, je pense. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui exécutent les projets sont également ceux qui rendent compte du taux d'exécution. Donc, il y a l'absence d'un débat contradictoire. Et pour que les projets ou les rapports et comptes rendus d'exécution montent au plus haut niveau, il y a tout un labyrinthe pour que ça arrive à un point décisionnel. Donc, je crois que pour l'émergence, il faut à la fois faire comme dans d'autres pays, simplifier les procédures, ramener au niveau le plus élevé organisationnellement et hiérarchiquement les décisions. C'est pourquoi je proposerai sans ambiguïté que la direction générale des grands travaux soit remise sur le terrain et dotée parfois de cette expertise complémentaire dont il manque au sein de l'administration et même au sein de certains projets. Omer, Thierry Ndong, votre nom m'échappe tout le temps. Thierry Ndong également. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et vous savez, on ne va pas toujours... Il faut regarder ce que les voisins font. Au Gabon, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'Agence nationale des grands travaux, qui est le pendant de ce que M. Meka propose. C'est donc cette superstructure-là qui rassemble toutes les expertises dans les différents domaines. Et c'est cette superstructure avec ces expertises plurielles qui supervise, qui accompagne l'État dans sa politique de mise en œuvre des projets. Je suis d'avis avec lui que c'est quelque chose qu'il faut ressusciter, cette direction générale des grands travaux. Et tout comme je suis aussi d'avis que les standards internationaux, nos ressources locales humaines ne les ont pas toujours, mais nous pouvons aller chercher dans notre diaspora. Parce que ne nous limitons pas ne pensons pas que ce Cameroun sera construit uniquement avec les Camerounais du Cameroun. Non, nous avons les Camerounais de la diaspora qui ont une expertise avérée dans plusieurs domaines. Il faut également qu'on mette en place une politique de recrutement dans cette niche-là. Et je vous assure, personne d'autre n'a jamais construit le pays de quelqu'un. C'est vous-même qui construisez votre pays. Donc, cette proposition que je fais ne doit pas être négligée. Qu'on aille chercher dans la niche des Camerounais de la diaspora qui veulent vraiment travailler, qui peuvent apporter quelque chose. Et puis, vous verrez très bien qu'on aura réduit le problème de maturation de projet. Georges Abessolo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être une deuxième recommandation, c'est les études. Les études coûtent très cher déjà pour les réaliser, mais ce qui est parfois anormal est que lorsque ces études sont réalisées, elles n'ont pas dans le domaine public. Donc on a l'impression qu'à chaque fois qu'on lance une étude, il faut tout reprendre à zéro. Il faudrait, pour moi qui ai été à l'intérieur, il faudrait que les études existantes soient publiées dans le domaine public et qu'elles servent de référence lorsqu'on veut lancer un nouveau projet. Ça nous permettra à la fois d'avoir des données quantitatives, de réduire le coût de nouvelles études. Mais aujourd'hui, c'est un chemin de labyrinthe. Lorsque vous demandez des études qui ont été réalisées 10 ans avant, 15 ans avant, qui, même si elles demandent d'être actualisées, ont des données que nous pouvons utiliser pour atteindre le niveau de maturation des projets. Merci, monsieur. Nous allons donc prendre congé de vous. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir les autres rubriques de ce que nous vous avons promis en début de cette édition. Nous ne pourrons pas avoir ces rubriques-là, malheureusement, pour quelques soucis. Mais donc, nous allons poursuivre cette émission et passer à la deuxième une de cette édition de Scène de Presse. Les rubriques promises seront rediffusées plutôt la semaine prochaine. Et nous passons donc à la deuxième une de Scène de Presse qui porte sur la rentrée scolaire 2015-2016. Les mêmes problèmes reviennent malheureusement et nous accueillons donc sur ce plateau monsieur qui est enseignant, qui tient la crème et qui est par ailleurs syndicaliste. Monsieur Ndo, alors comment s'est passée cette première semaine de l'année scolaire 2015-2016? Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes prof de philosophie. Alors, c'était comment le premier contact de vos élèves avec la philosophie?
Le premier contact consiste simplement à la présentation du programme. Ensuite, on fait connaissance des élèves et on essaye du moins de calmer leurs inquiétudes par rapport à la philosophie, parce que chaque nouvelle matière, les élèves viennent avec des préjugés, des appréhensions. Voilà, des appréhensions, donc il s'agit de les calmer, de les rassurer et de leur montrer que bon, c'est une discipline comme toutes les autres et qu'il suffit qu'on travaille un peu, on va réussir. Alors, Omer Mbadi, première semaine de l'année scolaire 2015-2016, est-ce que vous avez pourvu à l'essentiel pour vos enfants? Je crois. En fait, tous ont bien entamé les cours et je ne pense pas qu'il y ait de soucis, tout au moins. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières, notamment dans l'achat ou la disponibilité de certaines fournitures? Je m'en suis pas occupé personnellement, compte tenu d'un emploi du temps qui m'oblige malheureusement à être constamment parti. Mais la personne en charge de ce dossier ne m'a pas fait remonter quelque inquiétude que ce soit. Donc, je n'ai pas Je comprends que vous ne maîtrisez pas ce sujet. Alors, Thierry, donc, quelle rentrée avez-vous observé? Qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine? Alors, ce qui m'a frappé, ce sont les mesures de sécurité qui ont été prises d'entrée de jeu. J'ai vu des jeunes qui devaient ouvrir des sacs qui passaient au détecteur des métaux. Et ça m'a quand même marqué et je me suis dit, pourvu que ça dure, je me suis dit, j'espère qu'on n'est pas dans... Il ne faudrait pas qu'il y ait un relâchement. Voilà, j'espère qu'on n'est pas dans l'effet d'annonce. J'espère que vraiment la sécurité va aller jusqu'au bout. C'est d'autant important que nos lycées, nos collèges, nos établissements étaient devenus des lieux d'insécurité. Au-delà de Boko Haram, nos établissements... Qui est encore frappé aujourd'hui. Qui est encore frappé aujourd'hui. Au-delà de Boko Haram, et j'allais dire de la menace de Boko Haram, nos établissements étaient devenus des temples d'insécurité. Certains enseignants avaient du mal à visiter certains coins de l'établissement, y compris le personnel administratif. Certains coins des établissements étaient pris carrément en otage. On se souvient que l'année dernière, dans un établissement privé de la place, des jeunes sont venus de l'extérieur, sont venus agresser des élèves en pleine salle de classe. Et même ceux qui sont dans des salles de classe ont parfois dans leur sac des objets dangereux qu'ils n'hésitent pas à sortir pour menacer des enseignants. Donc pour moi, cette rentrée, j'ai été marqué par ces détecteurs de métaux qui passaient, ces mesures de sécurité qui ont été prises. Et je me suis dit, au-delà de la menace Boko Haram, le moment est vraiment choisi, donné, pour qu'enfin la sécurité revienne à l'école. Alors, Roger Betala, tout à l'heure, on en riait parce que Omer Mbadi ne voulait pas nous parler des difficultés qu'il a rencontrées. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'on va avoir un jour une rentrée sans problème? Parce qu'à chaque rentrée, les parents ou la communauté éducative semblent poser les mêmes problèmes, les livres, l'indisponibilité des manuels scolaires, leurs coûts, les frais d'APE, les problèmes d'inscription. Tantôt on dit c'est gratuit, mais dans la réalité, les parents sont quand même obligés de donner quelque chose pour pouvoir avoir une place dans un établissement public de la place. Est-ce qu'on peut arriver à une rentrée scolaire où il n'y a presque pas de problème? C'est difficile dans un pays en développement qui ait des rentrées scolaires sans problème. Vous avez un pays qui se construit, qui cherche l'émergence, qui a des problèmes en tout genre à résoudre. Il est difficile d'avoir une rentrée scolaire vraiment qui se passe sans anicroche. C'est presque impossible, mais on peut quand même limiter ces problèmes au strict minimum, au minimum supportable. Les problèmes d'approvisionnement des livres, ça c'est une affaire qui peut s'arranger entre les ministères concernés et les importateurs de ces documents, à condition qu'on essaie de s'organiser dans les délais. Ça c'est gérable.
Les problèmes, par exemple, des associations de parents d'élèves, je lisais un document qu'on m'a fourni concernant ce domaine-là. Je me suis rendu compte que les RPE, ce n'est pas une réalité camerounaise. Il y existe une fédération africaine des associations de parents d'élèves qui est née en 1995 à Brazzaville, au Congo, qui regroupe 14 pays africains et qui, lorsque vous lisez ce document, vous vous rendez compte que les objectifs assignés aux APE sont des objectifs nobles. Et le premier objectif, c'est la démocratie dans la gestion des établissements scolaires. C'est-à-dire que les parents doivent s'associer aux enseignants et aux élèves pour voir comment organiser la gestion d'un établissement scolaire. Donc, et même l'Union africaine encourage les associations de parents d'élèves parce que à Brazzaville, ce siège est soutenu par l'UNESCO, est soutenu par l'Union africaine, est soutenu. Donc, en fait, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir mis en place les associations de parents d'élèves. Le problème, c'est quelques dérives qu'il y a, alors, justement, parlant de ces dérives, peut-être faudrait-il d'abord qu'on sache, Emmanuel Ondoa, ce que disent les textes au Cameroun à propos des APE, des associations de parents d'élèves. Oui, il faut dire que les APE sont des associations de droit privé, c'est-à-dire régies par la loi 90. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est des parents qui se retrouvent et ils forment, enfin, ils créent leur association et ils la déclarent à la préfecture. Bon. Maintenant, il y a un texte, le texte de 2001, le décret de 2001 qui réorganise les établissements secondaires et primaires au Cameroun, qui dit que les fonds de l'APE sont des fonds publics. Bon, alors, à partir de là, il y a une petite confusion. En réalité, les fonds de l'APE deviennent des fonds publics à partir du moment où l'APE les transfère au chef d'établissement. Mais tant que l'APE dispose encore de ces fonds, ils ne sont pas des fonds publics. Et c'est pour ça qu'on a vu à Douala dernièrement, moi j'étais scandalisé, un proviseur qui dit devant les caméras que le président de l'APE a fait des dépenses sans son autorisation. Ça n'a pas de sens. Je rappelle que ces frais d'APE ne sont pas obligatoires. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Ce n'est pas obligatoire dans le primaire. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire mais au secondaire, ils sont obligatoires. Selon la loi? Oui, oui. Mais à l'école primaire, ils sont l'APE est facultatif. Mais vous constatez, vous l'avez dit tout à l'heure, que en réalité, c'est obligatoire puisque vous devez d'abord avoir votre reçu de l'APE pour aller inscrire votre enfant chez le directeur. Lucas, il faut quand même préciser un certain nombre de choses par rapport à l'APE. Généralement, on dit que c'est 10% du montant total des frais d'APE qui incombent au fonctionnement, qui sont versés pour le fonctionnement de l'APE. Donc 90% en principe doivent être consacrés aux dépenses de l'établissement, tout au moins pour satisfaire, pour régler les besoins de l'établissement. Ça, c'est la première chose. C'est que le cas du lycée Ndokrem pose un problème de conflit. Et il est récurrent généralement entre les chefs d'établissement et les présidents d'APE. C'est un conflit de compétences qui est permanent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les présidents d'APE estiment qu'ils ont voix au chapitre et à la limite, ce sont eux qui doivent ordonner généralement les dépenses. C'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'on estime généralement que c'est le chef de l'établissement qui est l'ordonnateur des dépenses. Maintenant, au moment de la gestion de ces frais, il y a 3 personnes qui signent généralement. Le président de l'APE, le trésorier et l'agent financier de l'État. Le chef de l'établissement n'est que l'ordonnateur, mais il ne gère pas les liquidités. Mais il s'avère généralement, par contre, lui, il ordonne et il peut effectivement affecter cet argent à un certain nombre de postes. Mais ce qui se passe généralement, c'est qu'effectivement, les présidents d'APE estiment que, puisque l'argent est généré par l'APE, ils ont le droit effectivement de vouloir mouvementer les comptes. Et c'est ce qui s'est passé notamment en Dorgrim. Donc il y a généralement ce conflit-là, il fallait clarifier effectivement les rôles des uns et des autres. Mais cet argent-là, il est supposé servir à quoi concrètement, Emmanuel Ondoa? Il est supposé servir à quoi? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Voilà. Cet argent-là est censé servir, n'est-ce pas, à la pédagogie, principalement. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a le pas matériel suffisamment didactique d'enseignants. Oui. Bon, voilà comment se gère l'argent de l'APE.
le proviseur est conseiller. Il n'est pas ordonnateur des fonds de l'APE. Dans les textes, il est conseiller. Oui. Conseiller. Et le conseiller n'est pas ordonnateur. L'APE a un président, un trésorier, un secrétaire, tout un bureau. Donc il n'a rien à voir avec les fonds. Vous venez de dire que ça devient des fonds publics. Maintenant, alors là, il faut faire très attention. Attendez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le proviseur fait une ébauche de projet d'établissement et dit voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons. Donc, voilà ce que nous attendons de l'APE. C'est-à-dire, voilà nos fonds propres, c'est-à-dire que les fonds d'inscription, les fonds, je n'ai pas le lycée lui-même. Bon. Par rapport au projet d'établissement, ça atteint peut-être 50%. Dans les 50 autres pourcents, on s'adresse donc à l'APE. Et l'APE débloque donc ses sous. C'est à partir de ce moment-là qui sont des fonds publics. Tant que c'est entre les mains du trésorier, ce ne sont pas des fonds publics. La preuve, c'est que le préfet ne peut pas porter plainte. Ça, au trésorier de l'APE, non. On ira dans les juridictions civiles. Alors Thierry, donc, comment on peut expliquer ces fluctuations qu'on observe dans ces frais d'APE? Au début, lorsqu'on a commencé, il s'agissait de donner 3 000, 5 000. Maintenant, on se retrouve à payer 10 000, 15 000. Comment est-ce qu'on explique ça? Ça obéit à quoi concrètement, ces fluctuations? Ces fluctuations obéissent à quoi concrètement? En principe, elles devraient obéir, ces fluctuations, elles devraient obéir aux besoins de l'établissement. C'est un dialogue, en principe, qui devrait s'établir entre l'APE et les dirigeants de l'établissement. Dans cette concertation permanente, on évalue les besoins de l'établissement et en fonction donc de ces besoins, on établit l'apport de l'APE. Et à partir de l'apport attendu de l'APE, on fixe les montants de contribution. Ça, c'est sur le principe. Mais dans les faits, nous avons constaté que la fluctuation des prix de l'APE n'est pas toujours gouvernée par ce que je viens d'expliquer. Les besoins réels. Pas des besoins effectifs de l'établissement. Il y a la part du gain qui fait que très souvent, des individus s'asseyent, arrêtent un montant parce que par après, ils vont se partager cet argent. Alors, Roger Betala, si on peut comprendre l'existence de l'APE dans les établissements publics qui parfois n'ont pas assez de moyens pour pouvoir subvenir à certains besoins, surtout en période de rentrée scolaire, comment comprendre l'existence des associations de parents d'élèves avec des montants assez élevés dans les établissements privés? Quelqu'un a créé son établissement pour faire des bénéfices. Pourquoi les parents qui payent déjà la pension je ne sais pas moi, 100 000, 200 000, 300 000, doivent en plus payer l'APE pour aider ce monsieur à s'enrichir ou à construire son établissement? La création de la Fédération des associations de parents d'élèves et d'étudiants créée par les pays africains, dont le Cameroun, ne faisait pas de distinguo entre établissements publics et établissements privés. Donc au départ, l'APE n'est pas une affaire des établissements publics. Les gens ont voulu privatiser, le public a voulu privatiser cette affaire. Non, c'est une affaire des établissements scolaires. Et l'APE ne se substitue ni au gouvernement dans ses fonctions régaliennes, ni aux fondateurs des établissements privés. Il s'agit pour, je prends le cas de cette fédération africaine dont le siège est à Brazzaville, comme je l'ai dit, qui a été créée en 1995. Dans ces textes constitutifs, ils disent qu'ils apportent un soutien dans la gestion démocratique des établissements. Et ils ont même ciblé les zones. Il y a par exemple l'éducation de la jeune fille, il y a l'éducation du jeune garçon, il y a des familles qui ont des difficultés à envoyer leurs enfants à l'école, il y a des problèmes par exemple pour le financement de certaines activités à l'école. Et ça doit donc, c'est une gestion collégiale entre les établissements privés et cette association-là
qui est reconnu. Donc, ce n'est pas une affaire de dire que c'est simplement le lycée Leclerc qui doit avoir l'APE, peut-être le collège Vogt ne doit pas en avoir. C'est une affaire d'organisation. On n'est pas obligé d'avoir l'APE. Mais tout est dans l'utilisation qu'on fait des fonds disponibles et de l'association. C'est pour ça que je posais cette question-là, que je vais également poser au maire Mbadi. Si dans certains cas, pour le cas du Cameroun en tout cas, on peut comprendre que l'APE vienne en aide à la communauté éducative, à l'établissement, peut-être pour payer les enseignants, pour apporter le matériel didactique. Comment comprendre donc, ou alors pour construire une salle de classe lorsqu'on a créé un établissement qui n'y a pas encore suffisamment de salles de classe, comment comprendre donc que dans un établissement privé que les parents soient obligés également de payer les frais d'APE alors que c'est une entreprise privée, l'établissement. Je n'ai pas. Je ne vous ai pas convaincu. Non, pas du tout. C'est une décision d'un certain nombre de pays de la zone. Oui, je veux bien, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Et j'ai bien expliqué que le problème, ce n'est pas dans l'initiative, le problème, c'est dans l'utilisation qu'on fait de cet argent-là au maire Madi. Ça dépend ni du privé ni du public, ça dépend de l'organisation, de ceux qui sont Pourquoi on pourrait comprendre qu'on construise un établissement, qu'on construise une salle de classe dans un établissement public, dans un village? Pourquoi un monsieur qui se lève un matin décide de construire son école? Pourquoi les parents qui payent déjà des pensions doivent en plus l'aider à construire son école? Je peux supposer que c'est parce que les besoins sont illimités. Effectivement. Et que de ce point de vue, parce que quand même, le principe de l'APE dans les établissements privés... Est-ce que ce n'est pas trop demandé aux parents, finalement? Parce que l'association des parents d'élèves, c'est combien de parents dans cette instance? Il n'y en a pas beaucoup. Vous voulez finir? Oui, enfin, je voulais dire que l'APE participe généralement à la gestion, tout au moins, est une instance qui participe à la gestion de l'établissement. Donc, pour le principe, que ce soit un établissement public ou privé, ça ne devrait poser aucun problème. Mais je dis, au-delà effectivement des montants que vous qualifiez d'exorbitants, mais je pense que chacun essaye d'assurer la formation de ses enfants en fonction de sa bourse. Si effectivement un parent estime que tel établissement privé assure la meilleure formation possible à ses rejetons et qu'il est en mesure de pouvoir payer, je ne vois pas pourquoi est-ce que le fait qu'on en rajoute peut-être les frais d'APE, quel que soit par ailleurs le montant, devrait en principe poser problème. Mais je peux considérer aussi que même dans le cadre, c'est l'hypothèse que moi je formule, dans le cadre effectivement d'un établissement privé, l'APE à un moment ou un autre de l'année peut éventuellement contribuer à supplier un certain nombre effectivement de besoins qui pourraient se poser au-delà bien sûr des montants qui sont généralement déboursés pour effectivement la pension. Emmanuel Ondoa. Oui, je voudrais dire qu'il faut revenir à ce que Roger a dit au départ, à savoir que les associations de parents d'élèves, il faut noter qu'elles sont d'inspiration anglo-saxonne. Et dans ces pays-là, c'est comme il a dit, c'est d'abord les parents se réunissent, ils discutent avec les enseignants sur la pédagogie, sur le comportement des élèves, ainsi de suite. Vraiment, c'est pour mieux encadrer les élèves. Il n'était pas question d'argent au départ. Quand les associations des parents naissent. L'argent arrivait après. Voilà. Et dans ce cadre-là, même dans le privé, il faut une association de parents d'élèves. Maintenant, l'argent arrive à partir des plans d'ajustement. C'est la Banque mondiale. Quand vous lisez ce qu'ils proposent dans le domaine de l'éducation, on dit non, il faut que les parents participent. Parce que vous savez qu'ils disent qu'il faut seulement financer le primaire, pas le secondaire, le supérieur. Alors, c'est entendu. J'aimerais, Emmanuel Ondoa, avant que nous ne mettions un terme à cette émission, c'est que nous parlions de ce sujet qui a fait la une des journaux durant la semaine, selon la lecture que la presse a fait du concours d'entrée à l'école normale supérieure. L'intégration des enseignants pourrait ne plus être systématique. Comment vous, dans votre secteur, comment vous accueillez cette éventualité? Bon, évidemment, on ne peut pas l'accueillir en applaudissant, mais disons que ça figurait déjà parmi les recommandations de la Banque mondiale, la défonctionnalisation des écoles normales supérieures, qui devait suivre celle des écoles normales d'instituteurs. Donc, en 1999, nous avons assisté à une réunion. Cela a été déjà prévu. Je dois dire que le gouvernement a quand même
résister pendant longtemps parce qu'il était question qu'on les défonctionnarise au début, n'est-ce pas, de la décennie 2000. Si bien que quand je dois dire personnellement que je n'ai pas lu le texte et qu'on sort, mais j'ai dit que ça va arriver. Nous ne le souhaitons pas, mais fatalement, ils vont nous poser ça. Alors, il y a quand même une question qui revient lorsqu'on parle de cette fin de l'intégration systématique des enseignants, c'est qu'à un moment, on a cru que ces enseignants allaient à l'école normale juste pour chercher le matricule. Ce sont ces enseignants, on en parlait tout à l'heure lorsqu'on parlait de la maturation des projets, parfois ce sont ces enseignants qu'on retrouve un peu partout. Est-ce que c'est une grosse perte pour la communauté éducative que les enseignants ne soient plus intégrés de façon systématique? Je ne sais pas si c'est une grosse perte, mais il s'avère simplement que c'est l'administration qui a, je vais dire, le plus grand nombre d'éléments qui s'y rattachent, qui malheureusement se retrouvent ailleurs. Et pourtant, je crois savoir, et je pense que M. Mbassi ne me démentira pas, le déficit est énorme d'enseignants au Cameroun. Je crois, d'ailleurs, j'ai discuté avec quelques enseignants qui m'ont fait savoir que lors d'une réunion récemment au lycée général Leclerc, il était constaté que généralement Douala et Yaoundé sont en quelque sorte des caches-sexes de ce point de vue-là. Vous avez, en périphérie même, certains établissements où vous n'avez que le chef d'établissement et peut-être un ou deux enseignants, c'est tout, pour tout un établissement. Donc il y a un déficit criard d'un côté, et malheureusement c'est l'administration qui a ces éléments qui se retrouvent dispersés dans d'autres administrations. Je pense qu'avant de prendre une telle mesure, si elle arrive fatalement, il va falloir régler cela. Mais effectivement, il faudra tenir compte de ce qui remettre à la disposition de leurs administrations. Oui, vous avez beaucoup d'enseignants qui se retrouvent dans d'autres administrations, alors qu'effectivement, il n'y a pas d'enseignants dans les établissements. Il en manque. Et au-delà de ça, le déficit demeure. Je n'ai peut-être pas les chiffres en tête, mais il semble qu'il y ait un déficit d'enseignants au Cameroun, même ne serait-ce que dans le secteur public. Et le plus souvent, vous vous retrouvez parfois avec des vacataires qui sont peut-être des bacheliers du cru, qui n'ont pas la formation requise, généralement, surtout en arrière-pays. Et je pense qu'il va falloir solutionner et mettre tous ces problèmes sur la table avant d'envisager effectivement la prise d'une telle mesure. Alors, en 30 secondes, Thierry, dans cette question, est-ce que cette fin d'intégration peut également permettre aux différents promoteurs d'établissements privés d'avoir des personnels qualifiés, n'iront plus prendre des gens au quartier pour venir enseigner les élèves? Ce serait peut-être une bonne chose pour la formation des élèves? Effectivement, il y a le bon côté de la chose. Encore que, pour moi, je pense que l'État ne va pas arrêter de recruter. Sauf que ceux qui sortent des écoles normales devraient attendre un autre concours plus ouvert, plus sélectif pour entrer dans la fonction publique. Donc, l'idée, c'est comme en Europe, en France, on forme tout le monde et puis, en fonction des besoins de l'État, on recrute. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes dans un monde qui est ouvert désormais. Il faut donner la chance aux gens de se former. Maintenant, ceux qui veulent vraiment faire carrière dans l'enseignement continueront à travers des concours plus sélectifs avec certainement une obligation de présence dans les salles de classe. Alors, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Aurélie Crescence Mbida. Aurélie Crescence Mbida pour les unes du lundi. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir la revue de presse au cours de cette édition de Scène de Presse. Mais au moins pour ce qui est de l'actualité de ce début de semaine, nous pourrons donc la voir dans cette rubrique Les unes du lundi que nous présente Aurélie Crescence Mbida. Aurélie, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour notre revue des unes du lundi. Malheureusement, l'actualité est marquée par les attentats de Photocall ce dimanche. Mais Cameroun Tribune revient sur le retour du chef de l'État en grande une. Le journal de Marie-Claire Nana rappelle que le président de la République, qu'accompagnait la première dame Chantal Biya, a regagné Yaoundé ce week-end à l'issue d'un bref séjour privé en Europe. Le pied de une du journal de la rue de l'aéroport parle donc du double attentat à Kolofata qui fait des morts et 24 blessés.
Le journal de Marie-Claire Nana de renchérir dans ses colonnes qu'à l'extrême nord, il faut plus d'aide alimentaire et que les principaux bassins de production de la région ne sont pas mis en culture pour cause d'insécurité et le déficit céréalier est estimé à plus de 200 000 tonnes cette année. Le gouvernement a fait le point de la situation vendredi à Yaoundé, indiquant qu'il faudra intensifier la distribution de cette aide. Le jour barre sa une par Kolofata, titre inséré entre deux bougies qui démontrent que les terroristes de Boko Haram ont à nouveau frappé dans la région de l'extrême nord, faisant malheureusement des morts et de nombreux blessés. Même actualité à la une d'intégration qui parle de série noire, dimanche sanglant à Kolofata. Le journal de Thierry Ndon nous révèle qu'un an après les tristes événements, tueries et enlèvements survenus dans le même arrondissement, la secte terroriste a récidivé ce 13 septembre 2015. Pour intégration, la folie meurtrière de la secte Boko Haram plane sur cette localité de l'extrême nord Cameroun où 2 bombes humaines ont encore fait des morts et des dizaines de blessés. Jamais 203 Émergence n'est pas resté indifférent aux attentats suicides répétés et se pose la question de savoir pourquoi on craint une banalisation. Le quotidien de Manus Biaga précise que Kolofata, Kerawa, Fotokol, Maroua, 9 attaques en 3 mois. On commence à s'y habituer, nous dit Émergence, qui propose l'éclairage de l'analyste politique David Eboutou en page 5. Le Patriote parle de toute autre chose et vous parliez tout à l'heure sur le plateau de l'éducation qui affirme que les diplômés de l'école normale sont toujours intégrés dans la fonction publique. Le journal de feu Jean-Claude Evabokolo apporte la clarification du ministère de l'enseignement supérieur au public sur cette fausse information véhiculée dans l'opinion et précise que les écoles normales supérieures de Bamenda, Yaoundé Maroua et l'INSET de Douala, Bambili et Kumba continuent de former des élèves fonctionnaires des catégories A1 et A1 et A2, autant pour moi. Plus de détails donc en page 3 du Patriote. Défi actuel de cette semaine présente ses grands dossiers et fait un gros plan sur Ruben Oumniobe, la vie, l'héritage. Le journal de François Bambou revient sur l'assassinat du nationaliste camerounais par les forces françaises le 13 septembre 1958, comme on dirait un jour, une histoire. Pour défi actuel, Ruben Oumniobe a gardé une popularité intacte parmi les souverainistes camerounais. Retour dans cette édition spéciale sur le parcours de l'héritage politique de celui qui, au sacrifice de sa vie, a refusé toute compromission avec le colon. Et c'est sur cette une des défis actuels que se referme notre revue des unes du lundi. Le reste de l'actualité, c'est un kiosque, faites-y un tour. Vous y trouverez tout ce que vous aurez, tout ce que vous voudrez comme détail. Vous, fidèles téléspectateurs de la diaspora, l'information est en ligne. Mais ne l'oubliez pas, la primeur de l'info, c'est sur Scène de Presse. À dimanche. À dimanche, Aurélie Crescence Mbida. Madame, Monsieur, c'est bientôt la fin de cette édition de Scène de Presse. Emmanuel Ndo, avant que nous nous mettions définitivement en terme à cette édition, je voudrais vous poser cette question. Nouvelle année scolaire, les enseignants vont à nouveau inscrire sur les tableaux la question de la mise en application stricte de leur statut particulier? Bon, disons qu'avec le contexte que nous connaissons, hein, nous avons décidé depuis l'année passée de mettre une sourdine n'est-ce pas, à nos revendications. Donc, pour le moment, nous attendons que la situation évolue pour que nous puissions relancer nos revendications. Merci, Madame, Monsieur. C'est donc la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers invités, d'être venus. À partir de dimanche prochain, retrouvez le présentateur attitré de cette émission, Aimé Robert Bina, qui vous revient plein d'énergie après un mois de congé. Quant à moi, ce fut un plaisir d'être en votre compagnie durant ces dernières semaines. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir.